Françoise Dolto, le cas Dominique. Troisième partie, la rencontre, la communication interhumaine et le transfert dans la psychanalyse des psychotiques. Suite et fin. Lorsque le sujet a trouvé une expression ou une compréhension de son expression chez le psychanalyste, de quels moyens ce dernier dispose-t-il pour provoquer la reconnaissance de l'effet conscient de rencontre? Il dispose, à mon avis, d'une verbalisation qui déclare les événements effectivement vécus par le sujet, tout de suite, actuellement, dans la séance, en les interprétant comme probablement associés à un événement historique antérieurement vécu, ou en les rapprochant d'un événement dont lui, le psychanalyste, a eu connaissance, soit par un dire antérieur de l'analysé, soit par une information venue de l'entourage responsable, les parents. Le psychanalyste doit d'ailleurs dévoiler les sources de son information lorsqu'elle n'a pas été donnée en présence de l'analysé. Je parle ici d'un sujet fort clos, aliéné, aussi bien que d'un sujet encore trop enfant pour qu'il ait pu fixer les coordonnées des événements auxquels il a été mêlé émotionnellement, qui l'ont marqué et dont les propos qu'il tient, comme les fantasmes accompagnant ses dessins et modelages pendant les séances, dévoilent en le déguisant en même temps le style libidinal de l'époque où il les a vécus sans les intégrer. Sont alors interprétables des traces qui renvoient à la totalité du fait historique vécu parce que évoqué à nouveau dans le transfert. Et c'est cette référence au fait vécu qui est l'analyse du transfert. Outre cela, le psychanalyste dispose de sa propre compréhension, celle que lui a apportée l'expérience de sa propre psychanalyse, celle de nombreuses observations d'enfants sains, au décours vécu de leur époque prégénitale, époque où ils réagissent spontanément par des moyens de défense, des réactions de simulation ou des réactions créatrices, symboliques, mythomaniaques, aberrantes, ou encore par des réactions appelées symptômes, à des épreuves d'impuissance ou de castration. Toutes réactions qui, dans le cas d'enfants dits normaux, soutiennent, le temps qu'il faut, leur narcissisme et contribuent à structurer leur personnalité face aux épreuves réelles ou aux traumatismes que tous les humains rencontrent avec des intensités différentes. Il me semble impossible de s'occuper de psychotiques sans avoir connaissance et compréhension des enfants de moins de 3 ans. Beaucoup de troubles somatiques des adultes viennent de la forclusion des moyens d'expression propres aux émois prégénitaux récurrents, dont les sujets sont le théâtre, dentelle de leurs relations émotionnelles, électives ou non, je veux dire ressenties ou non par eux comme érotiques, mais qui le sont. Je pense à ces réactions psychosomatiques dues à certaines rencontres dans le travail, rencontres du patron, de collègues, qui provoquent des tensions, ou à ces régulations de tensions parfois critiques dans des familles où vivent ensemble des enfants d'âge divers, chaque participant étant en cours de développement et à un niveau libidinal différent. Il y a alors, pour certains d'entre les enfants, des épreuves liées à la vie en commun, dont ils sont parfois touchés jusqu'à être ébranlés ou détruits dans leur structure psychique par le comportement des autres représentants de la fratrie. Non pas à cause de ces comportements en eux-mêmes, mais à partir de ce que, dans l'imaginaire, ils représentent pour eux, par rapport aux instances inconscientes de leur psyché, toujours référés qu'ils sont, de près ou de loin, à un des parents. Il semble à l'enfant qu'un des parents se trouve supplanté dans son rôle, par rapport à lui ou par rapport à l'autre parent, par ce frère ou cette sœur qui, à l'occasion, devient l'interlocuteur valable du deuxième parent à la place du conjoint. La triangulation oedipienne, base de la structure de tout être humain jusqu'à la fin du complexe d'Oedipe, est ainsi fragilisée ou disloquée. Si les enfants sont dans un état de disponibilité particulière ou de surmenage, ils sont encore plus vulnérables à ces perturbations. Alors, les dimensions clés de l'équilibre de chacune de leurs étapes libidinales révolues peuvent être remises en question par contamination. Par exemple, entre 10 et 20 mois, le tabou du cannibalisme, lorsqu'ils voient un puiné tété, ou bien celui du meurtre, surtout entre 2 et 3 ans, lorsqu'ils entendent parler valeureusement, par un représentant du moi idéal du moment, de la mort donnée à dessein ou reçue au cours d'un combat, ou bien il y a des structurations des bases narcissiques par l'assistance à des faits humiliants pour les parents ou l'audition de propos dévalorisants, vrais ou faux, concernant les parents, s'ils sont venus de personnes respectées par l'enfant, alors que ses parents sont encore les représentants de son moi idéal.
C'est le cas chez un enfant qui n'a pas passé l'épreuve du complexe d'Oedipe ou est aux prises avec son angoisse spécifique. L'acquis au contact des parents, qui a servi de base de départ, puis de tremplin ou de soutien aux attitudes culturelles, donc à la fonction symbolique structurante de sa personne, peut être aussi fragilisé ou même détruit. Note. Les symptômes consécutifs à ces blessures sont très variés, depuis le caprice, micro-hystérie, toujours signe d'angoisse, jusqu'aux dysfonctionnements divers dans le langage, l'écriture, la scolarité, l'indifférence au jeu, en passant par des états de dévitalisation organique qui entraînent l'angoisse de l'entourage, la visite médicale et les inutiles ou nuisibles thérapeutiques symptomatiques de style vétérinaire. Parfois, les symptômes affectifs inconscients affaiblissent le terrain organique et entraînent, par moindre résistance aux germes pathogènes, de graves maladies organiques. La petite et la grande enfance sont les époques du psychosomatique dominant la santé comme la maladie. Voir psychanalyse et pédiatrie. Il y a au cours du développement de l'être humain des mutations érotiques dues à la fois au développement physiologique du corps et aux expériences imaginaires, et surtout aux perceptions sensorielles non verbalisées que l'enfant a dû assumer. Leur symbolisation, nécessaire pour que ces expériences soient dépassées, dépend en partie des paroles et des réactions émotionnelles des adultes, de la confirmation ou de l'infirmation, à cette époque même, de la valeur éthique des expressions libidinales que l'enfant donne de ce qu'il pense, de ce qu'il voit, de ce qu'il fait ou de ce qu'il voit faire. Les personnes parentales auxquelles il ne peut pas faire autrement que de chercher à s'identifier en tant que représentante dans des corps adultes de lui-même allant devenant adulte, sont particulièrement importantes. Ainsi, à travers le phénomène de la rencontre, tel qu'il se produit entre un psychanalysé et son psychanalyste dans la relation de transfert, c'est lui-même en tant que sujet situé ailleurs qu'en son corps et l'informant que retrouve le sujet. Grâce à la relation de transfert et à travers le prisme d'une historicité partagée avec les êtres vivants du même groupe humain, familial et social, libidinalement investi relativement au phallus, c'est-à-dire à l'indiscutée valeur. C'est pour cela que dans chaque cas, toutes les personnes qui ont contribué à définir la structure du sujet semblent, pour celui-ci, par leur désir intriquer au sien en tant que cause de ces difficultés. Les sentiments de malaise, de culpabilité cherchent des responsables, sinon des coupables. Dans le public non informé de psychanalyse, ou pas assez informé, on tient encore des propos du genre « c'est à cause de ceci qu'il est devenu comme cela »,« ah, avec des parents comme ça », etc. Or, ce ne sont pas toujours les événements de la réalité, ni le comportement éducatif des parents exceptionnels ou banaux qui sont la véritable cause des troubles psychotiques ou névrotiques. Il s'agit d'une dialectique. Que les personnalités de l'entourage parental ou éducateur aient été ou soient encore infirmées par rapport à une pseudo-normalité qui n'existe pas dans l'éducation, ou désadaptées à la société par rapport à des critères toujours flous, ou qu'elles aient disparu, n'importe pas ou importe peu, dès lors que cela peut se dire, surtout à partir du moment où l'enfant est en psychanalyse. Ce n'est pas non plus l'événement réel, qui revient en souvenir ou qui est resté fixé en mémoire, qui importe de par lui-même, mais l'émoi contaminé de dépersonnalisation ou de distorsion valorielle humaine que le sujet en a éprouvé, auquel il a survécu et auquel il lui faut accepter de renoncer. En effet, cet émoi, ayant été narcissisant à sa manière, du fait seul que le sujet en son corps en a survécu, il est très difficile au sujet d'y renoncer, que le souvenir fasse partie de son mythe personnel ou qu'il y en ait des témoins. Il lui faut passer pour cela par le transfert grâce auquel tout se réactualise, puis ensuite faire son deuil du psychanalyste, son compagnon de travail, en même temps que de son passé. Tout ce qui, dans les dires, les événements enregistrés ou les comportements parentaux, laisse entendre que l'inceste, le meurtre, le cannibalisme sont des désirs permis, des désirs dont seule l'impuissance due à la condition enfantine découlant de la prématurité temporise la satisfaction, tout cela constitue effectivement des expériences traumatiques. L'éducation protégée où l'enfant est tenu dans l'ignorance des épreuves réelles de ses parents, maintenu par eux dans un statut d'ignorance sexuelle et politique, est aussi une éducation traumatisante, parce que sans délimitation par des paroles entre l'imaginaire et la réalité.
Mais ces expériences traumatiques survenues au cours du développement sont concomitantes de la construction du narcissisme du sujet et sont de ce fait intimement liées à son être au monde. C'est pourquoi un éclairage intellectuel, ce qu'on appelle une prise de conscience, ne peut suffire à libérer la dynamique de l'inconscient. Il faut d'abord que s'établisse la relation du narcissisme du sujet à son psychanalyste. Puis, par le travail de l'analyse, le déroulement des associations libres, l'étude des rêves, il faut que le psychanalysé revive, en relation à son analyste, des états émotionnels archaïques, qu'il confronte ainsi son monde imaginaire à la réalité, confrontation pénible et souvent bouleversante, épreuve que la relation à l'analyste permet de supporter et dont dépend la retrouvaille de l'ordre symbolique perdu. Toute rencontre d'un sujet ainsi précocement traumatisé tout au long d'une éducation protégée éveille tôt ou tard, exprimé dans la relation de transfert, des désirs inscrits comme éthiquement valables dans leur visée vers leur accomplissement, mais qui, par la déshumanisation, la décréativité dont leur accomplissement serait maintenant porteur dans la réalité, aboliraient les images humaines de soi s'ils apparaissaient ailleurs que dans la relation analytique. Or, l'image humaine de soi est en société le support habituel et nécessaire du narcissisme sain. De plus, pour le sujet lui-même, l'abolition en tout ou partie de l'image du corps, c'est l'affleurement des pulsions de mort. Ainsi, pour éviter cet affleurement, le sujet préfère-t-il inscrire son narcissisme dans les fantasmes d'un soi-même autre que référé à son propre corps, ou autre que référé à ce corps sexué génitalement qui est le sien dans sa réalité, ou même autre qu'humain, ce qui peut le conduire à délirer. Il préfère aussi prêter ses pulsions de mort à un autre être humain, à l'analyste qui paraît en effet, grâce au transfert, représenter, réactualisé dans l'espace et le temps, soit le sujet lui-même, soit un personnage pour lui réel, actuellement ou dans son enfance, soit encore un personnage symbolique ou fantomatique, ou même magique. C'est pourquoi la rencontre d'un sujet sous tension de pulsions de mort, ce qui est le cas du psychotique, est la réalité que l'analyste doit assumer sans fantasme, c'est-à-dire sans valeur narcissique pour lui-même, afin que ces sujets traumatisés et psychotiques puissent poursuivre leurs dangereuses options, leurs dangereux paris de perdurer humain dans ces rencontres envahies de toutes les résonances inconscientes, pulsionnelles de vie ou de mort, qui seraient non maîtrisables si elles n'étaient pas symbolisées dans un transfert. Chez le psychotique, les pulsions de vie provoquent le surgissement de l'angoisse de mort qui étreint son corps propre, paralyse les mécanismes de défense et peut même abolir tout dynamisme. Alors surgissent, désintriquées des pulsions de vie, les pulsions de mort grâce auxquelles l'angoisse disparaît. Mais les pulsions de mort n'ayant pas de symbolisation possible, leur prévalence est infirmatrice d'éthique. Chez le névrosé, il n'y a jamais qu'angoisse de castration, d'une zone érogène en relation avec un désir que le surmoi interdit. Cette angoisse est toujours confirmatrice de vie pour son corps propre, dont l'image est conservée grâce à l'angoisse de castration qui, chez l'adulte, n'est jamais dissociable du désir génital auquel il donne sa valeur. Le narcissisme est alors éthiquement survalorisé par l'angoisse, laquelle confirme au sujet sa face humaine qui, indissociable de son corps, le spécifie comme être de raison, responsable de sa parole et de ses actes. C'est l'angoisse, en effet, qui est l'épreuve par laquelle il ou elle a, au moment de l'Oedipe, puis de nouveau à la puberté, subi la loi dans le dire par l'autorité respectée, père ou substitut. Par l'autorité respectée, l'intègre à la société des humains. Telle est l'expérience psychanalytique que la thérapeutique des psychotiques m'a permis d'acquérir. Quant à la rencontre interhumaine spécifique que médiatise le transfert, quand la forclusion des pulsions libidinales s'est symbolisée par la déraison et l'aberrance incarnée. En effet, les symptômes sont des effets symboliques de l'information à un moment libidinal nodal au cours de la structuration ou de l'évolution du sujet, de son idéal du moi, par un moi idéal, lequel est présentifié par une instance éducatrice au langage mystificateur perverti ou au langage absent. L'idéal du moi non gardé et non confirmé par une éthique génitalement orientée dans le sens masculin ou féminin du schéma corporel, conformément à l'espace-temps actuel, à chaque moment du schéma corporel expérimenté du sujet, le décentre de la parole et le livre comme magiquement aux pulsions de mort et à la dislocation de l'image d'un corps qui a perdu la face.
la face, lieu du lien symbolique du corps, d'un être humain et de sa parole. Je dirais pour conclure qu'il est évident que toutes ces réflexions, je ne me les suis pas faites pendant le temps du travail et des rencontres avec Dominique. Toutes les réflexions que j'ai notées au cours de ce cas, et celles que j'ai consignées ci-après, sont dues à la relecture des séances, notées par moi, mot à mot ou presque, dont les modelages étaient par moi croqués en cours d'exécution dans leur état successif, qu'ainsi j'enregistrais. À ces séances, en les relatant, j'ai réfléchi après coup. J'ai réfléchi au sens de ce que Dominique manifestait, tant par ses dires que par ses expressions graphiques et plastiques, et par le courant modulé de sa communication transférentielle. Moi, tout yeux, tout oreille, toute présence à sa rencontre, je sentais que j'étais le résonateur de sa vérité, qui se communiquait à lui, à travers moi, sa psychanalyste. Que j'en ai compris le sens sur le moment, ce n'est pas vrai. J'écoutais, j'enregistrais, ça réagissait en moi spontanément. Lorsque je croyais comprendre, je parlais selon ce que je comprenais. Que je l'ai mieux compris après, oui, d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, comme on le voit, c'est un travail à deux dans lequel nous étions engagés. Et par le témoignage que j'en donne, j'espère que ce travail deviendra un travail à plusieurs et même à beaucoup. Dominique et moi sommes deux représentants de deux mondes qui sont arrivés à communiquer. Doués tous les deux de langage, moi plus adapté au langage du plus grand nombre, lui moins, moi moins méfiante de lui que lui de moi pensant à tort ou à raison que son habitus dénommé psychotique l'empêcherait d'accomplir sa vocation créatrice humaine, j'essayais par ma compréhension de l'y faire parvenir. Le lecteur trouve ici consigné le témoignage de cette relation symbolique, laquelle fixe aussi un moment passager de la recherche psychanalytique de notre temps, à quoi mon désir est de contribuer.